Surtout, j'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux. Non, 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 pas de souci. Euh, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un sujet très vaste, mais en fait, il y a quelque chose que je trouve fascinant dans ce processus d'acculturation, c'est que on se rend compte que les déracinés sont très forts pour déraciner. Les États-Unis sont une nation très jeune et composée en fait composite. Et ils ont une capacité à partir de rien, c'est-à-dire en fait de construire des produits, de fabriquer des produits standardisés. Je trouve ça fascinant parce que ils ont une capacité d'absorption très importante, de standardisation, de synthétisation, et en fait de valeur ajoutée, qu'ils revendent ensuite au monde auquel ils ont tout pris. Il y a un exemple, au début tu parlais de Disney, mais il y a énormément de films Disney, de dessins animés qui sont en fait inspirés de contes, d'histoires, notamment d'Europe de l'Ouest. Pinocchio, évidemment c'est italien, mais il y a même quelque chose, ça peut aller même dans le très cynique, la musique. La musique a été révolutionnée par la musique noire, qui est pourtant issue d'une frange marginalisée de leur propre population. Donc ils ont une capacité très fascinante à transformer n'importe quoi en produit marchand. Et en fait, et à leur propre détriment, parce qu'ils se détruisent en faisant ça. Les populations, c'est évident. La population des États-Unis. Enfin, les États-Unis, disons plutôt l'oligarchie, les dirigeants, plus que la population américaine, parce que la population américaine, en réalité, a été la première victime, disons, de toute cette politique, disons, de domination, de manipulation, etc. La malbouffe, par exemple, les Américains ont été les premiers victimes à manger toute cette merde, en réalité. C'est venu en France, en Amérique latine, etc. Mais les premiers, parce que en fait, le peuple américain, pour cette oligarchie, ce sont les premiers consommateurs, les premiers que l'on manipule et qu'on utilise pour faire des bénéfices. Donc le peuple américain a le droit aussi de se libérer de cette emprise, bien évidemment. Et puis pour Disney, ouais, c'est effectivement... ce que tu as dit, c'est vraiment bien, effectivement. On a tous vu des Disney. Hein. Je dis par là qu'il n'y en a pas qui sont bien, hein, mais c'est toujours, je dirais, l'industrie culturelle et la politique qu'elle pratique que je critique et que j'attaque. Oui, et non, en fait, je devrais dire pire, parce qu'en réalité, effectivement, ils se sont inspirés de contes, par exemple, d'Andersen, La Petite Sirène, des frères Grimm, etc. Tous ces contes qui ont été construits par la culture populaire des citoyens, des histoires que l'on inventait, qui étaient transmises de génération en génération, ils les ont dénaturés. Walt Disney, non seulement s'approprie, mais dénature. Et après l'avoir dénaturé, il le vend au monde entier qui a oublié sa culture populaire, par exemple, les gens en Europe, où il y avait les frères Grimm et Andersen, etc., ou Charles Perrault. Hein. Et d'ailleurs, c'est Disney qui est à l'origine de l'offensive Marvel, puisque c'est Disney qui possède tous les droits, sauf pour Spider-Man, de tous les comics Marvel. Donc c'est Disney qui est à l'origine de cette offensive immense, qui lui rapporte beaucoup d'ailleurs. Et je voulais juste, parce que je vais passer le micro après, c'est pas un dialogue, je voulais juste faire une remarque aussi sur la puissance des Américains en tant qu'ils sont unis, mais inconsciemment. C'est pas un complot américain qui vise consciemment à procéder à l'acculturation des autres peuples. Alors bien sûr, il y a une coordination des activités par des services de l'État fédéral américain, mais en fait, même les sociétés privées américaines, très puissantes, travaillent toujours dans une direction qui est plus ou moins parallèle. C'est quelque chose qu'on a totalement perdu en France.
Et en fait, c'est assez vieux, mais même déjà dans les années 30, la grande industrie française a trahi 10 ans avant l'invasion. Et je le désole, c'est sans doute irrécupérable, hein, mais les élites françaises ont une propension à trahir que les élites américaines n'ont pas. Non, en fait, c'est pas une réponse, mais tu as raison. Je dirais que les élites françaises, occidentales, mais en particulier françaises, et c'est ça qui fait le plus mal aux tripes en tant que Français, c'est que les élites françaises, effectivement, depuis bien longtemps, mais ça remonte très loin. On pourrait tout dire, on pourrait dire même, et je ne vais pas faire comme François Asselineau, mais il a raison, la trahison existe depuis Vercingétorix. Il y a dans les élites françaises de tout temps, enfin dans certaines élites, hein, parce qu'il ne faut pas les mettre tous, hein, mais malheureusement il y a des époques où ce genre d'élites sont prédominantes, une propension à la trahison du peuple, du pays, etc., pour son intérêt propre. Je peux conseiller, on a tous accès à Internet, des conférences qui expliquent bien cela. Deux personnes, une personne qui est décédée et une personne qui vit encore. C'est un historien, alors là, il faut le voir, c'est phénoménal. Henri Guillemin, premièrement, et Annie Lacroix-Ry, une historienne honnête, communiste. Par exemple, moi qui viens de la Moselle, justement, la trahison des élites qui s'est faite, disons, dans les années 30, comme tu dis, qui allait préparer la défaite, et pour lesquelles ces élites, la défaite était une divine surprise, hein, il le disait, divine surprise. Le même phénomène a eu lieu en 1870. Les élites françaises, disons-le, c'est ainsi qu'on les appelle, la haute bourgeoisie, et les élites militaires qui faisaient partie de la haute bourgeoisie, en particulier Bazaine, qui commandait l'armée du Rhin, et ça je l'ai étudié puisque c'était à Metz, a sciemment, je dirais, pactisé avec l'armée prussienne, et ça on appelle ça en temps de guerre trahison, et c'est passible de la cour martiale. Il a, disons, il a eu des contacts alors qu'il devait défendre Metz, déjà avec les Allemands à l'époque. Parce que Bazaine, et ça Henri Guillemin, il l'explique, et c'est vraiment incroyable, dans son esprit, tant pis si on perd l'Alsace et la Moselle. Mais le plus important pour ces élites-là, c'était de maintenir un certain ordre social de domination. Le plus important, c'est qu'ils sentaient qu'il y avait dans le peuple français à cette époque-là, en particulier qui s'est exprimé pendant la Commune, il pouvait y avoir un élan de démocratisation culturelle. Et pour des types comme Bazaine et pour la haute bourgeoisie française, c'était inacceptable. Maintenir un ordre de social à leur avantage, oppressif, etc. Quitte à trahir le pays et le peuple et à pactiser avec l'ennemi. Et en général, c'est pour sauvegarder leur intérêt que ces élites trahissent. Alors moi, je voulais réagir sur l'un des derniers points que tu as abordé par rapport au communautarisme qui est créé par la culture, ce phénomène d'acculturation. Et on le voit dans plein de domaines en fait. Un individu a toujours besoin en fait de s'identifier à quelque chose. On est toujours en quête d'une identité. Et cette identité qui était façonnée par cette culture populaire, par les histoires que racontaient les parents aux enfants, les grands-parents aux petits-enfants, par les expressions qu'on utilisait dans la rue, dans les marchés, dans les lieux de rencontre, dans les bistrots, tout ça ayant disparu, il y a des nouvelles communautés en fait qui se sont formées avec des communautés de fans
de séries, par exemple, de films. Là, j'ai vu un fan qui a lancé l'idée d'un voyage initiatique en Nouvelle-Zélande sur la base du Seigneur des Anneaux, avec ce genre de choses-là, ou avec les communautés de fans de Star Wars, qui constituent réellement leur identité. On a un repli également communautaire sur des critères plus raciaux, et on va associer la culture à une couleur de peau, par exemple. C'est tous les clichés qui ressortent aujourd'hui sur KFC avec les Noirs, ou le poulet avec les Noirs, ce qui n'a aucun sens. Et ça, je pense que c'est un facteur qui est essentiel dans le détricotage du lien national et de la formation, en fait, d'un peuple. Je voudrais avoir ta réaction sur ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ce n'est pas fait par hasard, ce que tu dis. Alors, je ne sais pas très bien de quoi tu parles. KFC et les Noirs, C'est une blague qui est devenue récurrente aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Il faudrait que j'y aille. Ou à une culture alimentaire, musicale, par exemple, ça c'est de la musique de Noirs, les Noirs ça danse. Oui, voilà, oui. Le rap, c'est les Noirs, c'est ça. Ce genre de bêtises-là, qui se développe énormément. Non, mais tu as tout à fait raison. En fait, si on y remonte, disons, à l'origine, ce qui dérange le plus l'oligarchie transnationale, enfin, disons mondiale, universelle, enfin, je ne sais pas comment on dit, l'institution qui est véritablement le meilleur rempart à sa domination, c'est la nation. Seules les nations, puisqu'elles sont un groupement de peuples qui s'est fait au cours de l'histoire, disons c'est une cellule de la société humaine de base et incontournable. Et seules les nations peuvent sauvegarder, enfin protéger leurs citoyens et, disons, empêcher que cette oligarchie a trop de pouvoir. Donc forcément, pour elle, diviser, fragmenter de diverses manières, dont par la culture, les nations, donc détruire ce lien dont tu parles, qui remonte à très très loin, hein, qui peut remonter à des centaines d'années. C'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que des individus aux États-Unis ont lancé ce concept qui est particulièrement vicieux parce qu'il est séduisant de village mondial. Alors je ne sais pas si c'était Bill Gates ou un zigomard de cet acabit. Pour lui, l'important, c'était qu'il n'y ait aucune entrave, je dirais, à son hégémonie et à vendre ses produits dans le monde entier. Donc, on ne va pas dire on va vous imposer ces produits. On ne va pas dire depuis 30 ans, moi et mes semblables, j'ai détruit toutes les sociétés autres qu'américaines qui construisaient des ordinateurs. Il y en avait à une certaine époque. Toutes les sociétés qui inventaient des programmes informatiques, mais qui n'étaient pas américaines. Il en existait à l'époque. Il ne va pas dire ça. Moi, je vous offre un vaste village mondial où tout le monde sera heureux, tout le monde sera connecté, etc. Mais en réalité, derrière ça, il y a plus d'entraves pour moi pour vendre mes produits. Je voudrais revenir sur un personnage que tu as cité, qui est donc Léo Lagrange, et notamment son activité au sens à avoir une acception large de la culture et inclure le sport. Et c'est un point sur lequel on n'a pas développé. Je ne sais pas si tu es amateur de sport ou de football particulièrement, mais qui est aussi un exemple de cette acculturation et des modifications qui a peut-être mis plus de temps à arriver, mais qui est aussi un exemple contemporain de cette acculturation, mais qui aussi rapporte les différents points que tu as pu aborder, notamment après sur la conception française de la culture et sur les solutions que l'on pouvait apporter. D'ailleurs, j'invite tout le monde à s'intéresser au débat que tu as amorcé sur la question de la professionnalisation du sport, qui était très importante avant et un petit peu après la guerre, mais surtout dans les années 30.
Ce qu'on regarde, c'est que le sport, et le football en particulier, a longtemps été un symbole d'identification, et je rejoins ce qui a été dit sur le sentiment de communauté. Longtemps, cette communauté, en France, liée à une ville. On est supporter du club de sa ville, on s'identifie à sa ville, etc. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, et qui est dans la logique de la libéralisation de l'ensemble des secteurs d'activité et le sport en tant qu'activité culturelle, à des super championnats continentaux. Et on va avoir la fin progressive des championnats où le petit peut aller battre le gros, où il y a les montées et les descentes de catégories, pour avoir un grand championnat au niveau européen. Et on peut se douter qu'à terme, d'ici 20, 30, 40 ans, on puisse avoir par exemple le Milan AC de Shanghai, ou le Liverpool de Macao, etc., etc. Et que exactement, que ça devient une marque et non plus un facteur d'identification, qui certes pouvait être communautaire, mais au sens de la ville, au sens du quartier. En Angleterre, il y a plusieurs clubs, c'est par ville, mais qui était un sentiment communautaire au sens plutôt sain, communauté de vie, c'est-à-dire que, et on l'a vu, on est à Rennes, ce qui s'est passé la semaine dernière, l'ensemble des couches sociales de la ville, avec la Coupe de France gagnée, s'est réunis. Il y a un effet de transcendance, d'union populaire qui est très important. Et je tenais à montrer cet exemple, l'exemple du sport, qui est aussi donc une expression de cette acculturation, mais néanmoins ajouter un petit point d'espoir, et qui rejoint ce que tu as dit dans tes derniers propos sur le rempart que peut constituer la nation. Et on sait aujourd'hui, ceux qui s'intéressent au sport, que là où le sport est le plus beau, le football est le plus intéressant, n'est pas nécessairement au niveau des compétitions nationales, mais au niveau des clubs. Pourtant, on a vu avec la dernière Coupe du Monde que le sentiment national, derrière l'union populaire à travers d'une équipe nationale, même si le jeu n'est pas le meilleur, même si on ne connaît pas tous les joueurs, etc., un vecteur d'unification et d'élévation populaire et de transcendance tout à fait remarquable. Et je tenais à porter cet exemple du sport et du football en particulier, d'acculturation, mais qui peut prouver aussi que la nation est un rempart face à ça et vecteur de transcendance. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Tu as évoqué certains points qui méritent développement. Je ne sais pas si tu souhaites développer dessus. En fait, je n'ai pas réponse à tout. Disons, le sport, c'est vrai que c'est un problème. Déjà, je pense que le sport ne devrait pas être professionnel. Je pense que on ne devrait pas payer des gens pour faire du sport. L'idéal, peut-être, ça serait de retrouver l'esprit de celui qui a créé les Jeux Olympiques, Coubertin. Le sport, je dirais, amateur. Je ne pense pas que le sport devrait être professionnel. Parce qu'à partir du moment où le sport devient professionnel, s'y greffent toujours, disons, des intérêts et des problèmes d'argent. Puisqu'on parlait de Léo Lagrange en son temps, dans le football, c'était pas, disons, autant une affaire de fric. Mais il existait un sport, et lui, il a voulu agir à ce niveau-là, c'était la boxe. La boxe professionnelle, c'était une affaire de gros sous, une affaire de paris, où se mêlent, disons, des milieux criminels, etc. C'est-à-dire que si autour d'une activité humaine qui exalte les passions, si l'on peut dire, les passions qui peuvent être incontrôlables, faut le dire, se greffe un intérêt et une cupidité, ça mène toujours à des catastrophes. Cela crée, je dirais, les dérives monstrueuses qu'il y a actuellement sur les jeux sportifs, etc. Et Dieu sait que le jeu de hasard est un vice qu'il faudrait normalement attaquer et condamner, mais quand c'est l'État qui lui-même, pour assurer de l'argent, exalte les passions, disons, pas forcément les meilleures du peuple, pour avoir du fric, il lui fait miroiter de manière magique qu'ils peuvent gagner 1 sur 1 million au détriment des autres, ça c'est quelque chose qu'il faut attaquer.
Et c'est pour ça que je pense que le sport devrait être amateur. Et c'est très bien ce que tu dis. Mais ce qui est bien aussi, c'est soi-même que les gens pratiquent du sport, par exemple. Encourager les gens à faire du football ou tout autre sport collectif. Hein. Toute autre pratique artistique. Ah bah oui, mais les pratiques artistiques aussi. Ah. Mais bon. Alors. Oui, tu as parlé du rôle de l'école dans une politique culturelle et de l'éducation nationale. Est-ce que tu connais la genèse de l'expression éducation nationale ? Non. Alors, le premier qui a commencé à parler d'éducation nationale, c'est sous Mussolini, en fait. Et il y a une phrase de Mussolini qui dit textuellement « La transformation de l'instruction publique en éducation nationale est la plus fasciste de mes réformes. » Voilà. Donc, il faut insister sur la différence qu'il y a entre éduquer et instruire. Instruire, c'est outiller, donner la possibilité d'un usage réel. Tandis que éduquer, c'est donner des balises. Voilà, c'est ça. Donc, j'aime bien une métaphore avec le couteau. Un instructeur, c'est quelqu'un qui sait se fabriquer un couteau, qui sait l'utiliser, qui connaît l'histoire du couteau à travers les âges, qui peut vous aider à vous en fabriquer un. Et un éducateur ou un formateur, c'est quelqu'un qui vend en ligne des couteaux sans lame auxquels il manque le manche. Donc, est-ce que la mise en place d'une politique culturelle, ça passe pas aussi par la requalification du ministère de l'Éducation nationale en instruction publique, sachant que éducation, c'est pas la même chose que instruction, et instruction publique, c'est pas la même chose que instruction. Voilà, c'est question ouverte, voilà. Pour ce qui est de Mussolini, je dirais qu'il faudrait faire attention aussi à ce que l'on dit. C'est qu'il existe, je dirais, par exemple, des choses qui peuvent être bonnes et mauvaises, mais qui sont plus ou moins identiques. Par exemple, je ne sais plus qui c'était, un socialiste qui parlait, disons, un peu de l'économie dirigée. L'économie dirigée, le plan, c'est ce qu'a pratiqué les gouvernements français après la guerre, et en particulier les gouvernements du général de Gaulle. Il inspirait la nation, il donnait une impulsion dans une direction particulière de l'économie, sans pour autant dénier l'initiative individuelle. Mais cette, disons, direction, si l'on peut dire, que l'État impulse à l'économie, les États fascistes l'ont fait aussi. Seulement, ils l'ont fait pour de mauvaises raisons et pas forcément dans la bonne direction. Donc c'est pas parce que les fascistes disent qu'une chose qu'ils font est fasciste que c'est forcément mauvais si c'est fait de bonne manière dans un État républicain. L'économie est un exemple. Donc voilà ce que je répondrai à l'histoire de l'éducation nationale. Je suis d'accord avec toi que je suppose que tu es tout à fait d'accord pour dire que l'enseignement s'est terriblement dégradé depuis des dizaines d'années. L'esprit de l'instruction publique telle qu'elle pouvait exister sous le Front populaire et pendant la Troisième République doit être retrouvée, je suis tout à fait d'accord avec toi, une certaine exigence, une certaine rigueur, etc., dans l'enseignement de l'orthographe, que sais-je, etc. Enfin, là, je suis d'accord avec toi. Mais je pense... Alors, on peut changer les termes, etc. L'instruction publique doit être... Sa mission, à 99%, doit être l'instruction publique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais elle doit apporter une aide
et c'est ce qu'avait commencé à faire avec les après-midi d'éveil le Front populaire, pour que l'école soit dans un petit peu, je dirais, un éveil, disons, à la culture. Alors, si tu veux, on peut changer les terminologies. Moi, personnellement, je ne suis pas un nominaliste. On peut très bien l'appeler instruction publique, si on veut mettre l'emphase sur l'instruction, mais qu'elle s'appelle ministère de l'instruction publique ou quelque chose de similaire, il est tout de même bon qu'elle ait aussi cette mission-là. Donner goût à la culture. C'est-à-dire que donner goût en éveillant. Par exemple, je vais citer ma mère. Ça va faire rire bien des gens. Non, ma mère était institutrice, parce que souvent on cite des exemples qu'on connaît. Elle est à la retraite maintenant, et elle n'a jamais vraiment appliqué les instructions ministérielles, ce qui ne lui a pas forcément valu des bonnes notes de la part des inspecteurs, mais elle s'en fichait en réalité. Elle me l'a dit. Elle était institutrice d'école maternelle, donc là, il a plus de liberté. Il n'y a pas forcément un programme, etc. Elle faisait une chose extraordinaire. Elle a travaillé dans des ZEP, enfin, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. Elle pouvait me dire qu'il y avait, par exemple, 15 nationalités différentes dans ses classes. Elle a fait une chose extraordinaire que lui a reproché sa directrice. Parfois, mais pas tout le temps, elle passait de la musique classique aux enfants, dont la majorité était issue de l'immigration. Eh bien, elle a eu des résultats extraordinaires, l'éveil de ces jeunes, etc., qui n'étaient pas encore acculturés, parce qu'ils n'avaient pas encore développé de culture, qui n'étaient pas marqués par une culture, etc. Et ma mère savait que la musique classique, tout au moins certaines musiques classiques, c'est une musique universelle, alors que les personnes viennent du Maghreb, etc., qu'ils aient 2 ans ou pas, ou je ne sais pas quoi, ça les touche. Donc voilà, par exemple, un exemple, disons, d'éveil à la culture, le choc esthétique, comme disait Malraux. Je voulais revenir sur un point que tu as soulevé à la fin, c'est « et maintenant ». Et en fait, c'est intéressant parce que la manière dont tu le dis et la manière dont on en discute en France, et tu as parlé du CNC, de la résistance du cinéma français, en France, mais dans tout ce charnier, donc sans doute sous le tas de cadavres, il y a encore une volonté de lutter. Il y a une certaine... Et c'est sur ça que je voudrais revenir, sur la volonté de lutter. Parce qu'en réalité, et ça me fait mal de le dire, mais il y a énormément de parties du monde où la volonté de lutter n'existe plus. En Europe de l'Est, on n'a aucune volonté de lutter contre l'américanisation, et on s'y vautre de toute sa masse. On ne traduit pas les films, il n'y a plus aucune industrie du cinéma local, parce que bien sûr, si on ne protège pas, si on n'a pas de politique active en la matière, la culture américaine, l'industrie de la culture américaine est écrasante, elle est trop compétitive, et donc elle est invincible. Et je pense que c'est la plus grande lueur d'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'en France, on a encore une volonté de lutter. C'est sans doute miraculeux, mais on a encore une volonté de lutter, alors même que dans des régions du monde qui ont connu précédemment déjà une domination étrangère, on ne l'a plus. Et notamment en Europe de l'Est, mais ça commence à se voir aussi en Asie, notamment en Chine, où il y a la jeunesse, notamment la classe moyenne chinoise, est acculturée, se met à consommer comme les Américains. Et j'ai un exemple qui est japonais, où le gouvernement japonais subventionne des fours à pain qui fonctionnent à base de farine de riz. Alors ça paraît stupide, mais en fait, au Japon, depuis quelques années, on consomme davantage de blé que de riz. Et du blé importé, bien sûr. Ce qui signifie que les pratiques alimentaires de la population japonaise s'est modifiée. On consomme des pizzas, puisque la pizza est devenue un produit américain, des hamburgers, et non plus des produits de l'alimentation traditionnelle japonaise. Et comme les Japonais ne consomment rien d'autre que des produits japonais, ils consomment très peu de choses importées, le gouvernement japonais peut
appuyer sur la consommation. Bon, on peut pas le faire en France, parce qu'en France, on consomme beaucoup de produits importés. Et je voulais que, justement, si on pouvait revenir sur cette question de la volonté de lutter et de... je sais pas si tu as une idée sur la raison pour laquelle le peuple français ne veut pas mourir. Parce que certains le veulent. Je suis un peu étonné, mais sans doute tu dois avoir raison, par la Chine, parce que il y a tout de même en Chine du gouvernement chinois, une volonté affichée, disons, de permettre à sa population d'accéder à une certaine culture. C'est tout de même en Chine que, je veux dire par habitant, hein, pas en masse, parce que il y a le plus de jeunes qui pratiquent le piano et le violon. Les dirigeants chinois, enfin certains dirigeants chinois, ont tout à fait conscience, je dirais, de la valeur de la culture. Et en l'occurrence, ça c'était la musique classique. Mais bon, c'est sûr que il doit y avoir sans doute des intérêts qui vont à l'encontre de ça. Et je me demande, mais je ne suis pas renseigné pour parler des autres pays, mais j'en reviendrai à la France après, s'il n'y a pas aussi une résistance et une volonté, disons, de retrouver la culture de son pays sans pour autant dénigrer celle des autres, hein, bien évidemment. Et si ça n'existe pas, cette volonté actuelle aussi en Russie. Parce que j'ai l'impression qu'il se passe tout de même pas mal de choses, hein, en Russie d'intéressantes. Mais bon. Et en ce qui concerne... et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un renouveau depuis quelques années du cinéma russe. Enfin, quand je disais l'Europe orientale, j'ai Oui, ah oui, d'accord, très bien. Je parlais de l'interstice. Ah oui, d'accord. Ah oui, ces pauvres pays qui sont véritablement... qui se jettent à corps perdu dans les bras de l'OTAN, etc. La France, en fait... Je pense que la France porte en elle-même, et je pense que je dirais jusqu'à dire, comme disait Carl Gustav Jung, je dirais l'âme collective de la France, dans son inconscient, depuis très longtemps, dans chaque Français, et même dans des Français qui viennent d'ailleurs, dans cette âme collective, il y a, je dirais, une propension à la révolte, qui s'est souvent manifestée dans l'histoire de France, quels que soient les régimes. C'est l'histoire qui a fait ça, l'histoire de la création de la nation France, qui s'est faite souvent, je dirais, dans l'union contre les empires qui voulaient la servir. Donc il existe, je pense, alors ça, je ne sais pas comment ça se trouve dans l'esprit des Français. Jung parlait de l'âme collective d'un peuple, comme il y a l'âme collective d'une famille. Dans l'âme collective française, il y a bien ancré, je dirais, cette propension à se révolter. Et ça, je crois que ça, ce qui est bien ancré en nous, peut se réveiller à tout moment. Et ça se réveille actuellement dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et je pense qu'effectivement, la France a un rôle à jouer dans le monde contre la domination des empires. Ça, c'est certain. C'est peut-être ça, la mission universelle dont parlait le général de Gaulle. Mais lui, il le savait. D'ailleurs, il n'a fait que ça. Hein. Donc, oui, il y a ça dans la France. Et effectivement, l'exemple du cinéma, c'est étonnant, hein, est un exemple très frappant. Mais bon, il existait tout de même, mais ça s'est écroulé en Union soviétique. L'Union soviétique, en fait, c'est amusant, hein, parce que c'était... Enfin non, c'est pas amusant, mais l'Union soviétique, c'était tout de même une dictature, hein, un régime lourd, pesant, etc. Mais il y avait une politique culturelle en Union soviétique qui était phénoménale, hein. Il y avait des théâtres partout, etc. Beaucoup de citoyens d'Union soviétique allaient au théâtre, pratiquaient la musique classique, etc. C'est étonnant.
Donc je pense que ce qui peut se réveiller en France est en train de se réveiller en Russie, me semble-t-il. Par contre, les autres pays, je ne sais pas. Voilà, c'est... Non, s'il n'a pas d'autres questions ou d'autres interventions. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli dans ce petit appartement. Très sympathique. Merci.